Bienvenue dans l'univers de l'hippopotame, le cheval des fleuves, un animal qui semble prouver que la nature a le sens de l'humour. Vieux de 50 millions d'années, il est l'un des plus anciens animaux de notre planète et le deuxième plus grand mammifère terrestre. « 4 tonnes de graisse et de muscles prêts à foncer droit devant lui. Mieux vaut ne pas lui chercher des ennuis. » Cet animal passe plus de la moitié de sa vie sous l'eau. Et il y a peu de temps encore, il était le seul à connaître les mystères de sa vie. Pour que cette espèce menacée ne disparaisse pas de la surface de la Terre, Bill Barklow est l'un des premiers scientifiques à avoir mis l'univers aquatique de l'hippopotame sur écoute. Il a découvert toute une gamme de grognements, de craquettements et de borborigmes fascinants, vocabulaire d'un animal qui peuplait autrefois la quasi-totalité du continent africain. Qualifié de perle de l'Afrique par Winston Churchill, l'Ouganda est un pays qui possède des lacs et des cours d'eau spectaculaires et de vastes parcs protégés. On y trouve l'une des faunes les plus riches du continent. Et aujourd'hui, à l'extrémité sud-ouest du pays, dans le parc national Reine-Élisabeth, le lac Édouard, le lac Georges et le canal Kazinga qui les relie abritent le plus grand nombre d'hippopotames au monde. Il y a des milliers d'années, on pense que l'aire de répartition des hippopotames recouvrait toute l'Afrique et traversait la Méditerranée pour s'étendre jusqu'en Europe. Mais cette époque est révolue depuis longtemps. Pour survivre, les hippopotames doivent choisir leur territoire minutieusement. Il leur faut non seulement un point d'eau, mais aussi une vaste étendue d'herbe à proximité. Malgré leur apparence redoutable, ce ne sont que des végétariens, des herbivores dotés d'une large gueule qui fauche l'herbe comme une tondeuse à moteur. Se nourrissant principalement d'herbe, ce sont des animaux essentiellement nocturnes, qui mangent toute la nuit et au petit matin. Et quand le soleil tropical annonce l'arrivée de l'aube, ils retournent se mettre au frais dans l'eau. Les hippopotames vivent beaucoup plus dans l'eau qu'on ne le pensait. Ils font tout dans l'eau. Ils s'accouplent dans l'eau, les femelles mettent bas dans l'eau, les petits têtent également sous l'eau. Tout cela a été observé aussi bien dans la nature que dans les eaux. La passion de Bill Barklow pour les animaux lui vient de ses vacances familiales passées sur les lacs du Wisconsin. Il n'a pas oublié le jour où il a entendu l'un des lacs résonner du cri d'un oiseau très particulier. Un oiseau qui allait avoir une incidence particulière sur son avenir. Je me souviens encore d'avoir entendu un huard, et mon père m'avait expliqué quel était cet oiseau. Et bien des années plus tard, lorsque j'ai commencé ma thèse, c'est le huard que j'ai choisi comme sujet d'étude. Quand je suis arrivé en Afrique, j'avais déjà fait mon doctorat et étudié le système de communication des huards, qui sont des oiseaux aquatiques. Je savais donc que ces animaux pouvaient émettre des sons sous l'eau. La première fois que Bill Barklow est venu en Afrique, c'était en touriste.
pour faire un safari photo. Et en regardant des hippopotames batifoler dans une rivière, il s'est demandé si, comme les huards, les hippopotames communiquaient sous l'eau. Je suis donc revenu avec mon micro et j'ai découvert qu'ils communiquaient bel et bien sous l'eau. Après avoir constaté qu'ils émettaient des sons dans l'eau, je me suis demandé si ce mode de communication était amphibie, s'ils pouvaient émettre des sons à la fois dans l'air et dans l'eau. Les hippopotames passent une grande partie de la journée dans un lac ou un cours d'eau, leur corps rebondit entièrement immergé, ne laissant dépasser à la surface que leurs petits yeux saillants. Mais près des 3/4 du temps, ils sont complètement sous l'eau. Et curieusement, ils peuvent même se coucher sur le fond de la rivière pour y faire un petit somme. Remontant automatiquement prendre une bouffée d'air toutes les 90 secondes environ, sans se réveiller pour autant. Pour les mastodontes aquatiques que sont les hippopotames, les rondeurs ne sont pas un problème. Dans l'eau, ils sont pratiquement en apesanteur, et en cas de besoin, ils savent même faire preuve d'une certaine agilité. Pour les autres habitants de ces cours d'eau tropicaux, pauvres en nourriture, les hippopotames sont des voisins très appréciés. Leurs excréments offrent un solide repas à de nombreux poissons reconnaissants de cette manne, pour eux providentielle. Les hippopotames vivent dans des endroits où il y a de l'eau. Ils ont besoin d'eau. S'ils ont perdu leur pelage au fil du temps, c'est probablement pour être plus hydrodynamiques. Grâce à leur épaisse couche de graisse, ils conservent la même température corporelle dans l'eau. La température de l'eau est inférieure à celle de leur corps, et en restant longtemps immergés, ils risquent de se refroidir. Mais la graisse fait office d'isolant. L'autre point important pour eux est d'avoir une plage à proximité, une zone sablonneuse facilement accessible où ils peuvent s'allonger au soleil pour emmagasiner de la chaleur, ce qui leur permet ensuite d'aller dans l'eau, qui est plus froide que leur température corporelle, et d'y rester beaucoup plus longtemps qu'ils ne le pourraient autrement. On remarque aussi, dès qu'ils sont hors de l'eau, même pendant très peu de temps, qu'ils transpirent. Et cette sueur est rouge comme le sang. On a l'impression qu'ils sont en train de se vider de leur sang. On appelle ça la sueur de sang. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, mais ce liquide semble avoir des propriétés antibiotiques. Les hippopotames sont souvent couverts d'horribles plaies. C'est au cours de son safari africain en 1992 que Bill Barklow a découvert que lorsque les hippopotames sont en position amphibie, le corps immergé à l'exception des oreilles et des yeux, ils peuvent percevoir des sons provenant à la fois de l'eau et de la surface. Quand ils sont dans cette position, ils peuvent émettre des sons par les naseaux. Ils peuvent pousser des sortes de beuglements, des sons très bruyants, en ouvrant les valves de leurs naseaux pour faire passer l'air. Ils poussent des sons un peu comme ça. Leurs beuglements sont très reconnaissables. Ils font un son suivi de sortes de grognements gutturaux que l'on entend également sous l'eau. Quand un hippopotame beugle, le son se propage dans l'air par les naseaux et dans l'eau par la vibration de la graisse de sa gorge. Et on peut donc l'entendre dans les deux milieux à la fois. Et j'ai remarqué qu'en entendant ces sons, tous les hippopotames du troupeau remontent à la surface. Ceux qui sont sous l'eau perçoivent la composante sous-marine de ces sons amphibies. Ils remontent à la surface et regardent autour d'eux pour voir ce qui se passe. Dans une même rivière, on peut avoir un troupeau d'hippopotames qui occupe un certain territoire, et 1 kilomètre ou 2 plus loin, il peut y avoir un deuxième troupeau. Quand un troupeau commence à beugler, leurs cris portent jusqu'au deuxième troupeau qui se met alors à beugler à son tour. Puis un troisième groupe, plus en aval, s'y met aussi et ainsi de suite, comme une sorte de canon. Les cris s'enchaînent d'un troupeau à l'autre tout le long de la rivière. En entendant ces beuglements, une femelle peut apprendre que le troupeau qui les émet comprend un très grand mâle, entouré d'un grand nombre de femelles. Et cette femelle peut alors vouloir rejoindre ce troupeau. Ces beuglements en chaîne peuvent donc avoir une incidence sur leur population. Naturellement, l'arrivée d'une nouvelle femelle dans le troupeau peut provoquer quelques heurts sur les bords de la rivière.
et quand la paix et la tranquillité du groupe volent en éclats, on comprend aisément pourquoi les hippopotames ont une réputation si redoutable. Bien que cela soit difficile à croire, de récentes analyses d'ADN montrent que l'hippopotame est le plus proche parent terrestre des baleines et des dauphins. N'oublions pas que les baleines et les dauphins actuels sont issus d'un ancêtre terrestre. Durant leur évolution, il y a eu séparation. Les hippopotames ont suivi une voie, les baleines et les dauphins une autre, et sont devenus complètement marins. Comme tout le monde le sait, les baleines et les dauphins ont un système de communication aquatique très élaboré. Et en progressant dans ses recherches sur l'univers sous-marin des hippopotames, Bill Barklow a rapidement remarqué qu'en matière de communication et de vocabulaire, ces curieux animaux au pas lourd ne sont pas en reste sur leurs cousins. Grâce à son hydrophone, il a capté toute une gamme de sons que personne n'avait jamais enregistrés avant lui. C'est le genre de découverte dont rêvent les scientifiques, des petites découvertes sur le quotidien, une révélation sur la nature que personne n'avait eue auparavant. Bill Barklow a rapidement constaté que le répertoire des hippopotames se compose d'au moins 3 sons sous-marins totalement différents. Il y a des coassements que poussent généralement les petits lorsqu'ils jouent ensemble. Ils poussent aussi des sortes de gémissements comme ça. On a beaucoup de mal à croire qu'un animal de cette taille puisse pousser ce genre de cris. Et enfin, ils émettent des craquettements que je trouve très intéressants, car ils ressemblent beaucoup aux cris des dauphins. Ça fait approximativement. On sait que les dauphins utilisent ces sons pour l'écolocalisation, pour leur système de sonar. Ils se servent des sons, plus précisément de l'écho de ces sons, pour localiser des choses dans l'eau. Mais en ce qui concerne les hippopotames, des données récentes montrent qu'ils ne s'en servent probablement pas pour ça. Ils semblent utiliser ces craquettements à des fins sociales. Supposant que les vocalises des hippopotames correspondaient à un langage social, Bill Barklow a décidé de mettre sa théorie à l'épreuve. Il a ainsi disposé des haut-parleurs au bord de l'eau pour diffuser à un troupeau d'hippopotames l'enregistrement des beuglements d'un mâle. En réponse, les autres mâles lui ont fait écho à travers la baie, prouvant que la communication entre les groupes existe bel et bien. Qui plus est, la complexité de ce système de sons implique que les hippopotames sont des animaux intelligents, dotés d'une organisation sociale très élaborée, tout comme les dauphins. Les deux espèces veillent sur leurs petits pendant une période qui peut aller jusqu'à 7 ans, et pendant laquelle elles leur apprennent à survivre, les femelles hippopotames étant des mères très attentionnées. Il est rare de voir une femelle allaiter son petit à terre. Cela se passe sous l'eau comme chez les dauphins et les cétacés en général. La femelle se couche sur le côté et le bébé s'approche pour téter sous l'eau. Une même femelle peut avoir 3 ou 4 petits d'âge différents qui restent tous ensemble et forment un groupe que nous appelons une crèche. Une femelle peut aussi s'occuper des petits de plusieurs autres femelles pendant qu'elles sont ailleurs. En général, le soir, juste avant que le troupeau sorte de l'eau, les petits rejoignent leur propre mère et remontent sur la rive avec elle pour manger. Les pères ne sont pas aussi conciliants. Lorsqu'un jeune mâle atteint la puberté, vers l'âge de 7 ans, les mâles adultes le chassent du troupeau. La transition est brutale, et généralement elle donne lieu à de violents combats qui se concluent le plus souvent par l'expulsion du plus jeune. Très attaché à son territoire, le mâle dominant refuse qu'un rival jeune et fringant vienne empiéter sur ses plates-bandes. L'assaillant s'avance vers son adversaire avec les oreilles dressées, comme un chien. L'animal qui est attaqué se soumet à sa force et de façon curieuse, il sort sa croupe de l'eau et agite sa queue de droite à gauche en signe de soumission pour faire savoir à son agresseur qu'il ne va pas lui tenir tête. Mais les choses peuvent mal se passer si le jeune prétendant décide de défier les règles du mâle dominant. On voit facilement pourquoi la mort est souvent l'issue de tels duels.
Comme toujours, ce sont naturellement pour des questions de sexe qu'ils se battent. Le mâle dominant tient à ses femelles comme à la prunelle de ses yeux et il ne tolère aucune incartade extra-conjugale. Les femelles s'accouplent avec le mâle dominant pour que leurs bébés mâles soient eux aussi robustes et deviennent à leur tour maîtres d'un territoire. C'est un comportement sexuel lié à la filiation. Mais Bill Barklow a des mystères plus insaisissables à résoudre. Des énigmes qui l'entraînent sur l'une des plus dangereuses rivières d'Afrique. L'Isacha coule entre l'Ouganda et l'un des points chauds de l'Afrique, la République démocratique du Congo. Ici, des hommes disparaissent sans laisser de traces. Les forêts environnantes sont en effet le repère des braconniers et des troupes rebelles. Mais avec son niveau d'eau constant, l'Isacha est un paradis pour les hippopotames. Sur cette rivière, le courant est très puissant, et pour leur sécurité, les animaux doivent rester très proches les uns des autres, tassés comme des sardines. Mais cela donne l'occasion à Bill Barklow d'observer des hippopotames dans une situation unique. Il y a très peu d'endroits au monde où ils vivent en une concentration aussi importante. Les hippopotames font tout ce qu'ils peuvent pour économiser leur énergie. Leur tête pèse à elle seule plus de 450 kilos. Il faut donc beaucoup d'énergie pour la maintenir hors de l'eau et ils s'efforcent de trouver un appui, mais pas sur n'importe quel congénère. Ils paraissent tous se connaître individuellement. Ils appuient donc leur tête sur un hippopotame ami, car s'ils la posent sur un mâle dominant ou très agressif, ils risquent de se faire mordre. Ils doivent donc faire attention. Ils s'efforcent d'être à côté d'un congénère en qui ils peuvent avoir confiance en quelque sorte. Les battements de queue que l'on observe si fréquemment sont un signe rassurant. Ils se disent mutuellement qu'ils n'ont aucune intention agressive. L'un des hippopotames vient de remettre un de ses congénères à sa place. Il a tourné la tête pour lui donner des coups de dents sur le flanc. On peut voir que celui qui a reçu ces coups de dents porte de nombreuses éraflures du même genre sur le corps. Cela signifie certainement qu'il occupe une position inférieure dans la hiérarchie du groupe. Les hippopotames vivent très longtemps. Dans la nature, ils atteignent facilement une trentaine d'années. Dans ce troupeau, on a donc certainement des adultes d'une trentaine d'années et tout l'éventail des âges, jusqu'aux petits les plus jeunes, qui ont environ 1 an. On voit ici 3 jeunes qui sont presque adultes. Ils sont comme des adolescents, ils se comportent exactement comme des adolescents. Ils se sont éloignés du reste du troupeau pour nous tenir en respect. Leurs menaces sont surtout de l'esbrouffe. Ils soufflent dans l'eau en faisant ce que l'on appelle des expirations occlusives. Leurs naseaux sont pourvus de valves. Quand les valves sont fermées, ils peuvent donc bloquer l'air et quand ils les ouvrent d'un seul coup, l'air est expulsé en faisant du bruit. C'est un signe de menace très fréquent. Autre particularité de ce site d'étude, il abrite 2 groupes différents qui ne sont qu'à quelques mètres l'un de l'autre. On voit nettement qu'il y a un territoire juste là devant et un deuxième à une centaine de mètres de l'autre côté. Bien que les 2 territoires soient si proches et que les mâles dominants se rappellent souvent à l'ordre, leurs remontrances sont surtout du bluff, et ils en viennent rarement à s'affronter. Mais quand un jeune arriviste entre en lice, les choses peuvent s'envenimer. Je ne connais pas encore très bien ce troupeau, ça fait peu de temps que je viens ici. Mais les habitants des environs m'ont raconté que le mâle dominant est très agressif et qu'il a tué un autre hippopotame récemment. Le mâle qui est devant nous est le mâle dominant. De toute évidence, il vient de menacer un autre mâle qui manifeste sa soumission en soulevant sa croupe hors de l'eau et en agitant sa queue. Les plaies que portent les hippopotames sont dues en grande partie au combat qu'ils se livrent entre eux. Un animal de 2 tonnes n'est pas une proie facile pour un prédateur.
Mais les plus jeunes et les hippopotames malades peuvent être la cible d'une hyène ou d'un lion qui les prennent en chasse, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent de faim ou d'épuisement à cause de la chaleur. Ils sont alors condamnés à mort. Une fois le plus gros du travail accompli, le maître daigne se montrer pour profiter du festin préparé par sa femelle. Les hippopotames et les crocodiles fréquentent les mêmes points d'eau, en gardant généralement leur distance. Mais de temps à autre, il arrive qu'un jeune s'aventure un peu trop près, au goût des crocodiles. Entre les éléphants et les hippopotames, il y a une sorte de trêve tacite. En général, les hippopotames restent à l'écart lorsqu'un troupeau d'éléphants arrive à un point d'eau. Mais j'ai déjà vu un éléphant chasser un hippopotame de la mare où il était. Les éléphants se posent en animaux dominants et les hippopotames ne discutent pas. Ils reconnaissent leur infériorité et se soumettent toujours aux éléphants. On est surpris de voir à quelle vitesse peut courir un hippopotame. Il peut faire des pointes à 50 km/h. Ça me dépasse complètement car ils ont des pattes courtes et plutôt lourdes. Bien que leurs pattes courtes et épaisses les portent à la vitesse de l'éclair, les hippopotames ne peuvent échapper à la mise à prix qui pèse aujourd'hui sur leur tête presque partout en Afrique. Maintenant que la chasse aux éléphants est interdite dans la plupart des pays africains, les pachydermes peuvent reprendre une vie plus tranquille dans leur environnement naturel. Mais d'autres animaux sont traqués pour leur défense. Regardez comme ces défenses sont superbes. Elles appartenaient certainement à un vieux mâle. Les défenses d'hippopotames peuvent mesurer jusqu'à 50 cm. Depuis que le commerce de l'ivoire des éléphants est interdit, les braconniers abattent de plus en plus d'hippopotames pour récupérer leurs défenses. Et ça pose un sérieux problème pour leur protection. De nombreux hippopotames sont également tués pour finir sur les tables africaines. Sans compter que les fermiers en colère les suppriment, car ils dévastent leur culture et érodent les bords des rivières. En réalité, personne n'a jamais fait d'études systématiques démontrant que les hippopotames abîment les bordures de rivières. Ces opérations d'abattage sont donc probablement plus des mesures d'intimidation que de protection. Il est très important d'apprendre à connaître les hippopotames. Nous sommes leurs gardiens, comme nous le sommes pour la plupart des espèces animales. Ils sont sous notre protection. Je crois que ce qu'il faut, c'est que le grand public s'intéresse à ces superbes animaux. Ils sont aussi gracieux que les hippopotames du dessin animé Fantasia. Ce sont de véritables danseurs étoiles. Ce sont des animaux admirables et il faut attirer l'attention du public sur eux. Plus on s'intéressera à eux, plus ils auront de chances de survivre. Protéger durablement l'hippopotame est une tâche immense. Mais Bill Barklow est fermement décidé à piquer notre curiosité à tous pour nous inciter à agir, afin que cet animal si particulier habite notre planète encore très longtemps.